Ensemble. Donc je salue tous mes amis qui sont là. Alors voilà, procès de travail, division du sujet et fonction de la politique. C'est un sujet difficile. Alors, je vais vous emmener dans des sentiers difficiles. J'espère que vous ne décrocherez pas et que vous me suivrez jusqu'au bout. Alors, dans le cadre de la problématique proposée, psychopathologie de l'hypermodernité, vous remarquerez que la question du travail, si vous lisez le programme, n'y est pas mentionnée. C'est une absence qui questionne. Elle questionne le rôle de l'idéologie dominante dans ce refoulement. Comment cette idéologie travaille la théorie? Quelles sont les conséquences pour l'écoute du psychanalyste? C'est cela que je voudrais examiner avec vous, interroger. On sait que penser n'est jamais neutre. Une problématique s'oriente selon une position idéologique que l'on a du départ, mais qui est souvent adoptée de manière inconsciente, donc souvent aussi dénigrée. Derrière la question de l'idéologie, c'est la question de la politique et qui est directement engagée, bien qu'elle occupe la place d'un blanc. Alors, pourquoi ce blanc? C'est la grande question aujourd'hui. Il concerne ce qui est refoulé par la pensée de la post-modernité à l'hypermodernité, la lutte des classes et le rapport de production capitaliste. Parce que là, je vous emmène dans la critique de la notion même d'hypermodernité, pour essayer de déplacer le point de vue et voir si on ne peut pas faire l'analyse de ce qui se passe aujourd'hui autrement qu'avec cette notion. Parce qu'en dernière instance, pour moi, la catégorie d'hypermodernité qui sert de grille d'analyse a des effets politiques. Elle contribue, et ça je l'ai remarqué depuis d'ailleurs, que le courant de la modernité est passé de la postmodernité à l'hypermodernité, eh bien, les effets politiques, quels sont-ils? Eh bien, ils contribuent à effacer le nom de Marx et la théorie marxiste dans la prétention à décrypter la réalité de ce qui se passe dans les enjeux civilisationnels d'aujourd'hui. Vous savez, c'est une bataille inaperçue, mais je dirais constante et féroce, qui se mène en sous-main. Rien ne s'aperçoit à la surface. On critiquera par exemple le néolibéralisme pour son déni scientiste du caractère vécu du monde qui réduit les sujets à des objets de science et de la technique. Et donc on critiquera sa raison instrumentale, mais on oubliera d'en dégager les enjeux politiques qui prennent leurs racines dans la lutte des classes. Donc le mot politique doit être précisé. Je ne parle pas de la politique institutionnelle, bien sûr, et étatique, mais de la politique telle que la repense Marx, qui désigne quoi? Eh bien, qui désigne la pratique révolutionnaire de la classe ouvrière et de la lutte qu'elle mène entre la bourgeoisie et le capital pour détruire leur domination. Cette pratique révolutionnaire dévoile, au-delà du consensus et du vivre ensemble, la violence de classe sous-jacente qui structure la société. La notion donc d'hypermodernité ne doit pas être prise telle qu'elle, mais il nous faut la déconstruire pour comprendre les enjeux idéologiques qui l'orientent et la position politique de la vie. Mais il faut reconnaître quand même à son discours une certaine légitimité, parce qu'elle nous parle d'une réalité, cette notion d'hypermodernité. Mais de quelle réalité renvoie ce discours? À quelle réalité fait référence ce discours? Donc, je reprends l'argumentaire. On parle de la jouissance du sujet rapportée au discours anonyme du marché, c'est-à-dire rapportée à la sphère de la circulation des marchandises et de l'argent. C'est un discours qui se tient donc au niveau de l'analyse de la relation d'objet et de ses leurs, de ce plus de jouir dont la théorie lacanienne fera le socle de la subjectivité moderne. Ce que toutes les critiques dénoncent sous les catégories de néolibéralisme et d'hypermodernité, ce sont, je dirais, les effets mortifères du capitalisme libidinal consumériste qui, en misant sur l'individualisation du sujet et de la jouissance,
brise tous ses repères symboliques et le livre à l'angoisse de l'évanescence et de l'incertitude. Mais si l'on s'arrête à ce niveau d'analyse, on voit bien que le capitalisme se trouve réduit dans son concept à la sphère de la circulation. Et que c'est du point de vue de la circulation qu'est portée la critique sur la circulation. D'où la circularité idéologique, où la critique, loin d'être en décalage avec les catégories marchandes, les reprend à son compte pour en dénoncer les excès. Toutes ces critiques, il faut le dire, sont remarquables et nécessaires, et on l'a vu avec tous les intervenants qui sont passés et qui viendront, et les livres, les nombreux livres qui sont publiés autour de la question de l'hypermodernité et de ses ravages, que je trouve absolument remarquables. Donc ces critiques sont remarquables, et que ce soit les psychanalystes, les sociologues, les philosophes et les anthropologues qui reviennent en force, on les avait oubliés, et puis voilà, ça fait partie aussi de l'hypermodernité, ont produit des analyses, je dirais, innovantes et essentielles sur l'articulation entre la psyché et les formations idéologiques, et sur les glissements sémantiques, comme le dira Gori, du discours dominant qui permettent de faire passer en douce une nouvelle catégorisation du monde, donc une nouvelle manière de se positionner en tant que sujet. Le langage est donc bien visé, comme le dit Gori, comme de jour, mais nous le savons tous, c'est-à-dire que les psychanalystes le savent. Eh bien, si le langage est visé, c'est avec lui la possibilité même de penser. Et ça, c'est important, puisque le sujet se trouve expulsé de sa part créative en étant assigné d'une part à la jouissance d'objets et d'autre part à venir occuper la place qui lui est désignée par la cybernétique. L'analyse des effets de la circulation marchande et de la raison instrumentale n'est donc pas fausse. C'est de là d'où part l'analyse de l'hypermodernité. Mais elle prend, c'est là, si vous voulez, qu'il y a quelque chose qui la limite, elle prend les éléments de la surface pour la vérité du tout. Elle ne remonte pas au moteur caché qui en assure la cohérence et l'efficacité. Donc c'est ce moteur caché vers lequel je voudrais vous amener. Cette position idéologique a des effets politiques, bien sûr, car la réalité dont elle parle et à laquelle elle se tient n'est que la réalité qui apparaît. Elle nous maintient par contre-coup à notre insu, bien sûr, toujours, dans une action politique soumise aux limites que nous assigne l'idéologie dominante. C'est-à-dire qu'on a beau être convaincu de la nocivité de ce que dénonce l'hypermodernité et le néolibéralisme, eh bien, on reste pris, si vous voulez, dans le vertige d'un désarroi. C'est-à-dire, que faire? On est dans la dénonciation, mais à la fin, on se dit, mais que faire? Alors, on propose plusieurs solutions. Faire objection constamment ou établir des contre-pouvoirs, est-ce suffisant? Se rabattre sur une conduction de soi pour une nouvelle éthique du sujet, toutes ces formes de résistance feront-elles s'effondrer le pouvoir que nous subissons, et puis détruiront-ils le système qui nous brise? Non, car le système, justement, absorbe au fur et à mesure ce qui s'oppose à lui, dans la mesure où ne sont pas remis en cause ce qui le constitue dans son réel, les rapports de production. Nous manque dès lors la perspective d'une radicalité révolutionnaire qui a perdu sa fonction d'écart maximal. C'était la fonction du communisme. Du fait même de quoi? Eh bien, de l'écrasement des luttes ouvrières et populaires au profit des mouvements où les individualités eh bien, ont du mal à se rassembler en force de frappe déterminante. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, puisque justement, on dérape là-dessus, on s'oppose, et pourtant le pouvoir continue, imperturbable et même à accélérer. Donc c'est là où on recherche aujourd'hui comment se rassembler. Cette perte de radicalité doit nous faire mesurer l'efficacité du pouvoir économique
et idéologique du capital, dont la puissance, comme nous le rappelle Marx, lui vient de sa capacité à se renouveler sans cesse pour faire face à tout ce qui s'oppose à lui. Et ça, on l'oublie en général. On oublie que la force du capital, c'est de savoir se renouveler, alors que nous-mêmes, si vous voulez, on est pris dans la permanence peut-être de quelque chose où, comment dire, la frilosité de comprendre ce qui se passe vraiment. Donc, en se proposant de faire un inventaire des effets de l'hypermodernité sans les articuler à une causalité structurelle, c'est-à-dire, bon, je le redis, la contradiction fondamentale de la lutte des classes et des rapports de production capitalistes, ces analyses restent au constat de surface. Elles renvoient, je dirais, à la construction philosophico-idéologique d'une rationalité logique que l'on dénonce, et qui tend à invisibiliser les conditions matérielles antagoniques qui nous déterminent. Par ailleurs, se rendre compte des effets psychiques de l'asservissement du sujet et de son attachement passionnel à la jouissance, que dénoncent toutes les analyses de l'hypermodernité, est une nécessité, certes, mais je pense que souligner cette seule dimension risque quoi? Eh bien, risque d'accentuer les traits de l'aliénation du sujet sans lui donner les moyens de s'en libérer. C'est-à-dire sans lui donner les moyens de comprendre le processus d'ensemble qui lui permettent de déplacer son point. On ne pense bien qu'aux extrêmes, écrit Adorno, et la pensée de l'hypermodernité efface justement les extrêmes, qui est toute démocratie. Alors même que depuis Marx, on sait bien que l'État, que ce soit sous sa forme démocratique ou despotique, reste le bras armé du capital. C'est, je cite Marx, bras armé du capital. Je rappelle que sa forme démocratique, et ça on oublie, ne peut être maintenue que par les luttes que mène la classe ouvrière et les forces populaires pour arracher, parce que ça s'arrache, un ensemble d'acquis politiques et sociaux sur lesquels nous vivons, et ces acquis restent vulnérables aux forces contre-révolutionnaires de la bourgeoisie. Si bien que l'ensemble, si on ne remet pas cela en cause, si bien que l'ensemble peut continuer à fonctionner à travers ce que Marx appelle le fétichisme de l'État. Ça veut dire quoi, le fétichisme que nous avons tous? Ça veut dire qu'on peut critiquer l'État, mais non pas le remettre en question en tant qu'État. On peut dire que bon, il ne fait pas bien son boulot, quoi, ou alors il dérape. On l'accusera même d'être pervers, de ne pas tenir parole. Mais l'État n'est ni pervers ni schizophrène. Il est constituant du mode de production capitaliste et comme structure ou machinerie, comme dit Marx. Il assure par ses divers appareils, ses institutions dont font partie l'hôpital et le reste, les fondements de sa reproduction, et ses représentants qui sont tenus de masquer sa violence constitutive ont toujours employé un double langage. C'est ainsi que nous parle la théorie de Marx pour ramener l'illusion de la liberté du sujet de la démocratie à ses déterminants. Je rappelle que c'est du même geste que Freud fait de la découverte de l'inconscient un coup mortel porté à notre narcissisme. C'est le même coup mortel porté au narcissisme du sujet qui se croit libre, que Marx, si vous voulez, s'emploie à faire. Donc, ce qui est refoulé du discours critique de l'hypermodernité, ce sont donc, je l'ai dit, les rapports de production et la lutte des classes. Jean-François Lyotard, qui a souvent été nommé au cours de ses séminaires, théoricien du postmodernisme et qui a été souvent donc évoqué, ne s'en cache pas d'ailleurs. Il le dit dans l'économie libidinale, je cite une petite phrase, ce qu'il appelle l'arrangement politique et l'arrangement mercantile, c'est-à-dire celui du marché, n'est pas pour lui
pris pour l'expression d'autre chose, c'est-à-dire autre chose quoi? C'est-à-dire l'expression de rapport de production qu'il faudrait aller chercher derrière. C'est-à-dire, derrière le marché, il y a les rapports de production, dit Marx, Jean-François Lyotard et toute la pensée postmoderniste, et déjà moderniste, dit mais non, il n'y a pas d'arrière-cours, il n'y a pas de rapport de production. Donc, ce qui est revendiqué par la pensée du postmodernisme, si vous voulez, c'est la surface des choses. Et le masque ne renvoie qu'à lui-même. C'est le tournant linguistique de la philosophie qui part d'agencement d'éléments et non de rapport de force structurée. Ce tournant postmoderne ne fait que refléter l'évolution du processus capitaliste qui se trouve obligé de repenser son modèle de valorisation pour passer d'une valorisation quantitative, l'allongement de la journée de travail, à une valorisation intensive, c'est-à-dire productiviste du sujet lui-même qui est convoqué. D'où la mobilisation nécessaire d'un sujet mobile, rapidement exploitable et jetable, et qui donne tout de lui-même. Donc c'est une évolution, si vous voulez, nécessaire du procès de valorisation du capital. C'est pas l'évolution d'une rationalité. Je veux dire d'une rationalité qui serait détachée du mode de production, non. Et comment faire pour, si vous voulez, mobiliser ce sujet de la postmodernité et de l'hypermodernité? Comment faire pour le mobiliser? Eh bien, il n'y a qu'une seule façon: briser la résistance ouvrière, en instaurant un pouvoir fort jusqu'au despotisme ou au fascisme. Donc c'est pour ça qu'on est menacé du fascisme aujourd'hui. Je veux dire, d'un pouvoir en tout cas fascisant, qui emploie plutôt la police contre les gilets jaunes plutôt qu'ils ne discutent nous-mêmes, qui est arrêté par nos protestations. Donc je rappelle, enfin pour moi, la naissance du néolibéralisme ne vient pas d'un remaniement au niveau d'une logique abstraite de la raison et de décision de droit, mais de nécessités économiques qui ne deviennent efficaces qu'en induisant un effet société, comme dirait Husserl, où l'idéologique, le politique et le juridique sont mobilisés comme instances assurant les ajustements nécessaires aux enjeux de la reproduction du capital. Donc l'effondrement des grands récits qu'on a souvent évoqués au profit de la multiplicité des récits et des points de vue en est la conséquence, bien sûr. C'est, je dirais, le recentrement sur le relativisme de la pensée et sur une psyché ordonnée autour de l'objet de l'avoir, et non plus sur la saisie conceptuelle des processus fondamentaux. Ça sera une pensée de la dispersion et du réseautage contre une pensée des lignes de démarcation et des contradictions matérielles. Disperser donc, telle est la volonté du capital, enfin la volonté, telle est la force de l'avancée du capital, disperser, dit-il, et donc d'abord disperser les masses populaires, les ubériser, comme dirait Geneviève, à tout prix, affaiblir leur force de frappe, telle est la stratégie du capital. Disperser les masses de mai 68, parce que la pensée postmoderne vient après mai 68, c'est pas pour rien. Disperser les masses de mai 68, le mai des étudiants, bien sûr, que nous connaissons tous, mais aussi, et on n'en parle plus, on n'en parle jamais, surtout le mai de la plus grande grève ouvrière que la France ait connue. C'est quand même quelque chose. On peut dire que la bourgeoisie, à ce moment-là, a vu la mort passer sous ses fenêtres. Elle n'est pas folle, la bourgeoisie. D'ailleurs, elle a fabriqué partout des think tanks pour justement réfléchir à tout ça. Elle pense 3 fois plus que nous. Elle est toujours sur la brèche, je veux dire. Le capital, la bourgeoisie sont toujours sur... Enfin, la haute bourgeoisie de la finance, toujours sur la brèche. Nous, non,
on bagnode. On bagnode. Bon. Lutte à mort donc contre tout mouvement populaire. Vous voyez les gilets jaunes, hein, ils en ont pris plein la gueule, c'est le cas de dire. Et contre tout ce qui peut servir de point d'appui pour un rassemblement insurrectionnel qui aurait en vue un socialisme dit révolutionnaire ou le communisme. Vous avez vu d'ailleurs, hein, je le rappelle, vous avez vu ce que la Commission européenne a décidé, hein, de tuer le communisme, c'est-à-dire d'interdire le communisme et de mettre l'Union soviétique, si vous voulez, au même niveau que le nazisme. Le communisme et le nazisme, c'est pareil. Donc il y a vraiment aujourd'hui une avancée, je veux dire totalitaire, hein, contre tout ce qui a été, si vous voulez, hein, les grands récits du XXe siècle. Et c'est pas pour rien. Se faisait sentir donc à partir de là la nécessité de repenser un autre mode de produire que le Fordisme, qui avait quant à lui favorisé le rassemblement ouvrier dans de grandes usines. Ben, c'est ça qu'il fallait casser. C'est-à-dire le Fordisme, non, c'est fini parce qu'on avait peur de ces grandes masses ouvrières. Donc il fallait trouver un autre moyen, hein, de produire la plus-value. Je vous le rappelle, la vraie date de naissance du néolibéralisme, c'est l'écrasement de la révolution chilienne, qui a porté Allende au pouvoir de 1960-1973. C'est là que commence l'hypermodernité, c'est-à-dire le néolibéralisme. Je rappelle tout cela parce que le discours de la modernité puis de l'hypermodernité, eh bien, qui est le discours de la philosophie moderne, montre comment les philosophes, je fais partie aussi, tous, et d'ailleurs les penseurs, hein, en général, viennent légitimer dans l'ordre théorico-idéologique une déconstruction des ensembles et des structures de lutte qui est le répondant de ce qui se passe au niveau économico-politique. Donc les philosophes, comme tous les penseurs, ne sont pas, si vous voulez, comment dire, neutres. Hein. Ils, sans le savoir, eh bien, ils produisent la pensée, hein, la pensée dominante. Bien sûr, il y a contradiction. On ne produit jamais une pensée dominante totalement. Chaque sujet est en contradiction. Il y a plusieurs courants qui l'habitent. Donc, heureusement, hein, qu'il est traversé aussi de contradictions. Mais, voilà, la pensée dominante essaie de grignoter tout ça. Il s'agit toujours, pour cette pensée dominante, de ne pas dévoiler le poteau rose. C'est quoi le poteau rose? Eh bien, c'est le réel de l'antagonisme de classe. Et par contre-coup, de ne pas dévoiler la vérité de la fondation et de la reproduction de l'État et du capital. Alors ce qu'on appelle néolibéralisme et nouvelle civilisation, je dirais, n'est pas une création propre de notre modernité, mais une reconfiguration nécessaire du mode de production capitaliste en tant que mode de production, je le rappelle, de plus-value, parce que ça on oublie, c'est la plus-value qui est au centre. C'est à Marx que l'on doit de l'avoir découverte, cette plus-value, expliquée, découverte. C'est non pas que Marx ait prévu toutes les formes, hein, dans ses écrits, toutes les formes de la plus-value, mais il en a découvert le mécanisme de production et la logique de son extension illimitée qui induit chez le sujet une jouissance illimitée en de cours chez Marx. Et c'est Lacan, et je crois que Lacan a bien lu Marx, hein, en ce sens, a su lire dans Marx ce qui allait devenir le centre de sa théorie en articulant discours capitaliste et production du sujet de la connaissance. Cette articulation est directement branchée à la découverte de Marx. Ce sujet de la jouissance, il l'attire de la plus-value de Marx, donc, mais Lacan va opérer, si vous voulez, une torsion particulière. Lacan va détacher cette catégorie, l'abstraire de ses conditions matérielles de production pour en faire le moteur du capitalisme en inversant la causalité. C'est-à-dire, ça sera le plus de jouir, hein, qui sera cause du capitalisme, qui est cause pour lui du capitalisme, et non plus les rapports de production. Et c'est de ça dont nous héritons, nous, psychanalystes. C'est que du coup, nous-mêmes, hein, nous faisons du plus de jouir quelque chose d'une logique abstraite, sans le rapporter, en effet, à sa causalité structurale, que sont les rapports de production. Mais
cette inversion, si vous voulez, a aussi été très productive. Parce que du coup, on s'est rendu compte, en effet, de ce qu'était la jouissance. Mais, si vous lisez Marx, et je vous conseille, vous la trouvez, cette jouissance. Il le dit en toutes lettres. La jouissance illimitée du capitaliste. Il le dit. Donc, bien sûr, je critique l'inversion, parce que du coup, on perd le fondement, l'antagonisme réel. Mais, sans pour cela, si vous voulez, tirer un trait sur la découverte de Lacan, parce que du coup, ça a fait une découverte, hein, cette inversion. Ça lui a permis de mettre l'accent sur quelque chose, si vous voulez, qui n'avait pas été vraiment pensé avant lui. Donc, à nous, à chaque fois, de revenir aussi aux conditions structurelles. Dans l'analyse du capitalisme, donc, aujourd'hui, on n'entend plus parler de la structure d'exploitation de la force de travail. On se focalise sur le pouvoir et la domination et on universalise la question de la servitude volontaire en examinant ses racines pulsionnelles, identificatoires, sans plus s'interroger sur la structure et le processus économique qui ploie la force de travail aux exigences du capital. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Le discours sur le néolibéralisme remplaçait le discours sur le capitalisme. Le discours sur la rationalité remplaçait le discours de la lutte des classes. Et la catégorie d'hypermodernité s'éloignait de plus en plus des bases matérielles qui l'enracinent. Alors, je rappelle quand même, au XXe siècle et au XXIe, bon, Lacan parlait encore du front des reins du capital. Vous lisez quand même Lacan, en tout cas tous ses premiers écrits, je veux dire, ça tourne autour du capital. Et les psychanalystes, au XXe siècle, pouvaient mettre en corrélation actes révolutionnaires et actes analytiques. Comme d'ailleurs un psychanalyste, comme Pierre Bruno, pouvait publier un livre qui s'intitulait « Lacan, passeur de Marx ». Et je me souviens d'un colloque qui a été publié d'ailleurs dans la collection telle quelle, sur psychanalyse et politique, où la pensée de Marx était centrale. Tout ça est oublié et nous évoquons tout au plus aujourd'hui la gouvernementalité du néolibéralisme. Vous avouez que quand même, c'est léger. À l'analyse de la structure antagonique de la causalité, on substitue l'analyse des effets pathologiques du marché en ignorant les rapports de production. Nous vivons sous le régime de la dénonciation critique qui s'appuie sur l'appel aux valeurs et aux normes, à des normes nouvelles plus humaines. Voilà, on voudrait que tout ça devienne plus humain. Eh bien, si bien que l'on peut dire que l'idéologie dominante a colonisé l'activité théorique critique et toute idée de la révolution a été jetée aux oubliettes. Ce changement de paradigme conceptuel n'est pas sans raison, bien sûr. Il signe l'évolution des intellectuels qui ont relégué la problématique des classes sociales et de la lutte des classes au rang des vieilles villes. Si bien que l'accent porté sur le sujet de la consommation et de la circulation a exclu la question du travail. Et avant tout, parce que là encore, on peut parler du travail en institution, à l'hôpital, dans des associations de soins, parce que ça nous concerne directement, en tant que psychanalyste. Mais la question du travail en entreprise, voilà, c'est le blanc. Alors on peut dire que le discours de l'hypermodernité s'est fait prendre par, je dirais, par le fétichisme de la marchandise qu'il dénonce pourtant, mais dont il retient les catégories qui sont sujet, volonté, liberté, citoyenneté. La question du fétichisme de la marchandise et de la marchandisation généralisée dans la course au profit laisse dans l'ombre la source même du profit, c'est-à-dire l'exploitation de la force de travail dans le procès de travail. Alors, déplacer son point de vue en mettant l'accent sur la place centrale du travail et sur la question des identifications contradictoires dans la constitution des subjectivités, c'est montrer que la division du sujet, alors là, pour moi, ne passe pas entre le sujet de la consommation et le sujet... ne passe pas entre le sujet citoyen et le sujet de la consommation, parce que j'ai entendu dire ça, que la division principale se passait entre le sujet citoyen et le sujet de la consommation. Mais bien entre le sujet de la consommation et le sujet de la production.
et dans la production entre le sujet du travail concret et le sujet du travail abstrait. La souffrance, comme la créativité que le travail engendre, prend ses racines dans l'instauration d'une division sociale qui esquisse le sujet en le confrontant à des injonctions qu'il ressent comme paradoxales. Dès lors, le choix pour lui se présente comme un impossible à vivre qui peut aller un impossible à vivre qui a deux conséquences. Soit, en effet, une conduite d'évitement qui peut aller jusqu'au suicide, et la notion de clivage que propose De Jour nous aide à en comprendre le processus. Soit, et bien devant cet impossible à vivre va, si vous voulez, propulser une rébellion. Et quant à moi, pour penser cette rébellion, je fais appel, si vous voulez, depuis toujours, depuis, dans tout ce que j'écris, et en particulier dans le livre dont on parlait, Le principe hypocrite, à la dialectique de la pulsion de vie et de la pulsion de mort de la deuxième topique. Alors, pourquoi l'importance de la pulsion de mort? Eh bien, on y reviendra. Hein. C'est que c'est à partir de la force de la pulsion de mort qu'il y a, si vous voulez, cette possibilité de rejet, la possibilité de dire non. Hein, déjà, on le voit quand vous travaillez le texte de Freud sur la dénégation. Elle est donc pulsion de rejet, de destruction de soi et des autres, et se donne soit sous la forme de la destruction de l'objet, soit sous la forme à-l'objectale, c'est-à-dire comme pur mouvement de négation, pur mouvement de négativité. Freud la découvre dans la répétition des guerres et sur la scène psychique, dans la compulsion de répétition, bien sûr, vous connaissez. Elle a sa part dans le masochisme et le sadisme, aussi bien que dans la formation du jugement. Bien que pulsion de vie et pulsion de mort apparaissent le plus souvent sous une forme intriquée, eh bien rappelons-nous, et Freud le dit, la pulsion de mort conserve, dit Freud, un reste inentamable qui échappe aux forces de liaison de la pulsion de vie et peut jouer seul. D'où sa question, non résolue, dans les enjeux de civilisation, qui vaincra, en fin de compte, héros ou héros. Et pour lui, il est possible, en effet, que la civilisation disparaisse. Donc, Freud est capable, en effet, de voir les antagonismes fondamentaux. Il ne fait pas de concession. Il y a donc le côté mortifère de la pulsion de mort, qui est la pure rage de destruction, hein, que l'on voit déjà dans le capitalisme, et dont déjà nous parle, bien sûr Marx ne nous parle pas de la pulsion de mort, hein, mais je veux dire, la destructivité du capitalisme, il nous l'expose. Vous n'avez qu'à lire le manifeste ou le Capital dans le chapitre sur l'accumulation primitive, c'est incroyable. Je veux dire, là on se mesure à la violence du capital. Il y a donc la forme, si vous voulez, de la destruction de l'objet de la pulsion de mort, et puis il y a cette forme, si vous voulez, qui est du côté du processus vital pur. Elle est alors puissance d'opposition et de rejet, travail du négatif et d'individuation, portée par le sujet de l'inconscient et le sujet de la politique. Parce qu'en effet, la politique, comme le sujet de l'inconscient, appelle le sujet de l'opposition, de la révolution, de celui qui n'accepte pas, de celui qui dit non. Elle est donc ce travail du négatif et de l'individuation, porté par le sujet de l'inconscient et le sujet de la politique, celui, le sujet révolutionnaire, là où la pulsion de mort n'est pas destruction mortifère, mais pulsion anarchiste, pulsion de refus de toute emprise, destruction de tout lien qui étouffe ou étrangle la vie pour que la vie se renouvelle. Nathalie Salzman a construit ce concept de pulsion anarchiste dans un coup de force théorique dont je trouve qu'on n'a pas assez mesuré la portée révolutionnaire. Là, il faut le dire, c'est parce que la pulsion de mort est la bête noire des psychanalystes. Elle fait même trembler Freud. Hein. Il le dit lui-même, il dit, écoutez, moi-même j'ai peur
j'ai peur de l'accepter. Je sais que les psychanalystes la refusent, mais moi-même, je me demande. Il a refusé longtemps. Voilà. Hein. Il a refusé longtemps. Il a reculé. Oui. Et voilà, il parle du mythe, hein, pour dire, bon, c'est peut-être un mythe, mais c'est un mythe réel. Hein. On sait que le mythe, quand même, parle de la réalité, hein, structure la réalité. Mais il la découvre, en effet, cette pulsion mort, dans sa forme destructive totale, d'où sa constatation étonnée, hein, qui a été souvent évoquée ici, le progrès a conclu un pacte avec la barbarie. Hein, c'est à partir de la guerre qu'il découvre, enfin, tout d'un coup, que ça lui semble évident. Et déjà, avant, il pensait pour le sujet par rapport à la question du narcissisme. Je dirais que Marx est le premier à avoir saisi en quoi le capitalisme est intrinsèquement et simultanément progrès et destruction. C'est pour ça que je vous conseille d'aller le lire. Marx vient avant Freud, mais il se côtoie, enfin, je veux dire. Je dirais, c'est le même champ politique et idéologique, ce sont les mêmes combats. C'est pour ça que Marx et Freud, on ne peut pas s'en passer. Et qu'aujourd'hui, l'attaque que l'on fait sur la psychanalyse est la même attaque que l'on fait sur Marx. C'est-à-dire, quand on commence à attaquer Marx, dites-vous bien qu'un jour la psychanalyse sera concernée. Toujours. Parce que les deux, justement, et Freud, et Lacan le dit, hein, Freud, même s'il était un bon bourgeois, a toujours critiqué l'idéologie bourgeoise. C'est-à-dire, ces catégories sont forgées contre l'idéologie bourgeoise, justement de la conscience, de la volonté, de la liberté, etc. Donc c'est le propre du capitalisme, c'est pas le propre du néolibéralisme. On fait que nous dire, mais la violence d'aujourd'hui, c'est le propre du néolibéralisme. Non, c'est le propre de la logique du capitalisme qui a pris de nouvelles formes. C'est vrai aujourd'hui, je ne le dis pas, hein, il y a des formes nouvelles dans cette logique du capitalisme. Mais le capitalisme, dès le départ, porte violence et destruction en même temps que progrès, dès le départ. C'est pour ça d'ailleurs que ce clivage dans la logique du capital nous embrouille. Parce qu'on voit le progrès, on se précipite vers le progrès, puis on oublie la destruction. Surtout si, il y a eu une lutte des classes forte, comme il y a eu au XXe siècle, la classe ouvrière, il y avait des partis politiques de gauche, hein, le Parti communiste existait encore. Maintenant, il y a des partis, je ne sais pas où, car la social-démocratie, je ne sais plus, on a raison de dire, il n'y a plus de gauche et de droite, parce qu'il n'y a plus de pensée radicale. Donc voilà, c'est le propre du capitalisme, on ne doit jamais l'oublier. C'est la face barbare de la pulsion de mort, hein, dans la destruction du capital. Alors, Lacan, je le rappelle, là encore, ne ménagera pas ses efforts pour tirer la pulsion de mort de la marginalité où elle était tenue et la placer au centre de ce qui se joue dans la destinée humaine. Au-delà de concerner la destruction de l'objet, elle est pour le sujet cette pure pulsion d'inconnu, comme il le dit, qui vient de sa béance constitutive, de cette faille qui le pousse à viser toujours au-delà du principe de plaisir, l'au-delà de la vie. Cet au-delà, bien sûr, en s'articulant au processus du capital, l'enchaîne à la poursuite d'un manque qui le mène vers la jouissance qui le détruit. Mais elle est aussi une puissance de création qui est le fondement inexorable du désir, comme désir d'être et d'aller et non pas d'avoir. Elle intime au sujet détruire pour tout recommencer, réinventer à partir de rien. C'est ce que pointe Lacan de la pulsion de mort. Elle signe, dit Lacan, ce que le sujet doit à la mort pour venir à la vie de son histoire. Eh bien, c'est le risque suprême dont nous parle Freud lorsqu'il met en avant la devise de la Hanse. Vous savez, la Hanse, c'est le nom d'un des vaisseaux de Christophe Colomb, qui part donc vers l'inconnu. La devise de la Hanse, quelle est-elle? Il est nécessaire de naviguer, il n'est pas nécessaire de vivre. N'est-ce pas ce sujet subversif, révolutionnaire,
que le discours capitaliste et les pratiques politiques de la bourgeoisie qui accompagnent sa mise en œuvre s'acharnent à effacer. S'acharnent à effacer ce sujet aussi subversif, toutes les formes alternatives oppositionnelles que nous proposent les voies édulcorées du réformisme ou de la remise en question bien tempérée, c'est-à-dire normative. C'est aussi cette puissance révolutionnaire et subversive du sujet comme potentiel d'insurrection que le psychologisme comportementaliste, en lien avec le sujet de la consommation, tente de rééduquer. Il m'apparaît donc nécessaire, pour sortir du sac de l'idéologie, de revenir à la question du travail et de comprendre en quoi il est constitutif du lien social et de la subjectivité, c'est-à-dire intrinsèquement politique. Pas seulement parce que, comme le note Christophe Dejour, on ne saurait séparer travail et hors travail dans la mesure où, en effet, eh bien, ce qu'on vit dans le travail se répercute eh bien, dans la vie, si vous voulez, hors travail, dans la vie sociale. Hein. Mais ce n'est pas tant pour ça qu'il est politique, qu'il concerne la société, mais c'est aussi, il le dit lui-même, Christophe Dejour, c'est que l'organisation du travail constitue un problème politique fondamental. Et que c'est, ouvrez les guillemets, je le cite, par la médiation de la souffrance au travail que se forme le consentement à participer au système. C'est par les formes de domination de l'organisation du travail que la servitude volontaire s'implante et qu'elle va ensuite infiltrer, si vous voulez, l'ensemble de la société. C'est ce que nous dit Christophe Dejour. Ce sont elles qui, par la manipulation mentale, c'est-à-dire la mobilisation des dynamiques affectives, vont former par des injonctions paradoxales des sujets schisés et donc soumis aux nouvelles formes de la domination. Eh bien, soumis, et donc ils vont parfois y consentir à cette domination. Pourquoi? Eh bien, faute de pouvoir s'y opposer ou d'y échapper. Donc le consentement ne vient pas à la servitude, ne vient pas simplement de la jouissance de l'objet, mais elle vient de la contrainte au niveau du procès de travail. Et elle se forme là. Donc on ne saurait lier, si vous voulez, la jouissance de l'objet, on ne saurait oublier que la jouissance de l'objet sert aussi de compensation à la souffrance que l'on a au travail. Le tournant gestionnaire du néolibéralisme défait la coopération et la solidarité des salariés dans la mise en concurrence des entreprises et la mise en concurrence entre les travailleurs. Cette mise en concurrence développe entre eux méfiance, déloyauté, haine. Ils se possèdent de l'activité vitale, c'est-à-dire, dit-il, du travail vivant qu'ils mettent en pratique pour les fixer au travail prescrit, qu'ils réprouvent, dans la mesure où il remet en cause le sens et la valeur de leur métier. Je dirais que ce coinçage entre deux impératifs va provoquer ce qu'il appelle un conflit éthique, qui divise le sujet et le met en contradiction avec lui-même. L'être humain se révèle alors double. Ouvrez les guillemets, je le cite, au nom du travail, de la productivité et de la rentabilité, il peut être amené à apporter son concours à des actes que moralement il réprouve. Il fait alors l'expérience de l'angoisse, c'est-à-dire de la trahison de soi. Pour continuer à travailler, s'instaure dès lors un clivage entre ce qu'il accepte et ce qu'il rejette. Mais ce qu'il rejette, il ne peut l'exprimer, ni refuser de le faire. Et il doit donc le tenir loin de soi en construisant des stratégies défensives, comme par exemple l'hyperactivité au travail, pour bloquer la pensée de sa propre participation au système. Ce qui est donc abandonné à l'état d'impensé, dit-il, c'est le conflit lui-même. Le conflit, en ce sens, on peut dire, n'est donc pas résolu, mais conservé dans une crypte, qu'on ne saurait ouvrir parce que sinon il déborde le sujet, et le sujet peut s'effondrer ou passer à l'acte suicidaire. Donc, cette mise en crypte est une protection du sujet lui-même, mais il l'amène en effet
hein, à être dans ce clivage en permanence. Donc on peut comprendre après qu'il soit dans l'effondrement psychique. Pour tenir et se dégager de ce conflit de la pensée, nous dit de jour, eh bien, la pensée ralentit, glisse, absente, paresse, capitule, d'où une faiblesse de la volonté qui s'installe par commodité et qui l'appelle acrasie. Si bien que se forme une, ouvrez guillemets, conjugaison inédite entre le cynisme des gagnants et le cynisme de la résignation, c'est-à-dire des perdants. Donc en effet, vous voyez comment on peut nous-mêmes, alors que nous subissons, si vous voulez, le cynisme de ceux qui nous gouvernent, eh bien accepter par résignation et rentrer nous-mêmes dans un cynisme. Et ce cynisme, donc, s'étend, comme il le dit, à la sphère du vécu dans l'ensemble de la société. Cynisme et perversité des directions d'entreprise, c'est ce qu'analyse Marie-France Irigoyen, je ne sais pas si vous la connaissez, pour qui le travail, écrit-elle, joue un rôle central dans la structuration de l'identité, car on y affirme ses compétences, on y réalise ses projets de vie. Elle met l'accent non pas sur le clivage, pas tant sur le clivage, bien qu'elle en parle, mais sur le rôle de la reconnaissance, qui est un rôle fondamental. La reconnaissance, dit-elle, de quoi? Bien, de son identité professionnelle est essentielle dans la construction d'une identité. Ajoutant, une personne qui n'existerait aucunement dans le regard des autres ne pourrait que s'éteindre et déprimer. Ce déni de reconnaissance que pratique le nouveau management peut déraper jusqu'au harcèlement, jusqu'à une humiliation systématique et provoquer un écroulement narcissique. Alors, voilà ce qu'elle dit sur la singularité des tableaux de harcèlement par rapport aux autres formes de souffrance au travail. C'est dans ce tableau la prédominance de la honte et de l'humiliation. Cela va de pair avec une absence, ça c'est important, cela va de pair avec une absence de haine envers l'agresseur. Et c'est ça qu'il faut entendre et qu'il faut voilà, aller chercher, c'est-à-dire réactiver la haine, réactiver la puissance d'opposition. Les victimes veulent seulement être réhabilitées et récupérer leur honneur bafoué. Elles ont envie de se retirer du monde. Mais c'est là, je dirais, que se forme un nouveau clivage. Parce que, à force d'attendre, comme elle dit, d'être réhabilitées et de récupérer leur honneur bafoué, eh bien, la demande de reconnaissance, donc, efface la colère et la haine. C'est-à-dire qu'à force d'être dans cette demande de reconnaissance, eh bien, on est suspendu à la demande de reconnaissance de l'autre. Donc ça efface, si vous voulez, le mouvement de négation de ce qui humilie et la possibilité de convoquer la force de rejet de la pulsion de mort. Donc la demande de reconnaissance est là en contradiction avec la possibilité de mobiliser la pulsion de mort. Elle amène à mobiliser alors du coup la pulsion de mort, destructrice, c'est-à-dire celle qui fait qu'une victime redouble d'efforts pour forcer la reconnaissance de l'autre, et la désillusion du coup qu'elle rencontre peut provoquer un effondrement, parce que bien sûr ça ne peut provoquer qu'une désillusion. Mais je dirais qu'en fait, on peut dire que la relation de subordination, eh bien, qu'il y ait un travailleur à son entreprise prédispose bien sûr tout salarié à faire des enjeux de reconnaissance le théâtre même d'une servitude volontaire. Donc le travail en entreprise favorise ça. Irigoyen note d'ailleurs que les personnes les plus touchées par le harcèlement et le risque d'écroulement narcissique sont celles qui ont surinvesti le travail et ont tendance à confondre leur personne et leur fonction. Elles sont vulnérables à la manipulation parce pas suffisamment protégées par une pensée critique et politique. Dès lors, les humiliations endurées en entreprise font écho, bien sûr, à d'autres humiliations subies dans l'enfance qui vont venir surdéterminer le tableau traumatique. Alors, face à cela, si vous voulez,
Irigoyen comme De Jour font appel à la politique pour décoincer le sujet. Et alors, ils donnent à la politique, on le voit, deux fonctions opposées. L'une de domination et l'autre, si vous voulez, de protection. Domination du côté du management, protection du côté des salariés. Et chacun constate que c'est l'asymétrie entre direction et salarié qui crée la violence. Cette opposition recouvre, on le voit, une opposition de classe, mais elle n'est pas nommée, parce que c'est une opposition de classe. Ce n'est pas simplement le manager et le salarié. Et d'ailleurs, De Jour note l'impact sur le moral des salariés, je dirais, sur la force de résister ou non des salariés, l'impact, si vous voulez, de l'absence de combat des syndicats. Le manque de solidarité et de défense les laisse dans leur isolement et donc sensibles à la manipulation. Parce que ce n'est pas la domination qui décourage, dit-il, mais la solitude. À sauver sa peau au détriment du soutien de l'équipe. C'est donc, si vous voulez, dans cette question-là, en effet, la domination, on peut y faire face si on est soutenu par un ensemble, c'est-à-dire par un ensemble d'oppositions, donc syndicats, partis, etc. Si on n'est pas soutenu, eh bien, en effet, la solitude, c'est là où on s'écroule. Donc, on peut dire que les partis politiques qui ont déserté, si vous voulez, le domaine de l'entreprise, sont, si vous voulez, je dirais, coupables d'avoir laissé le néolibéralisme envahir l'entreprise. Donc, je dis, pour moi, la psychodynamique du travail nous apporte des éléments précieux pour comprendre comment le rapport de domination et de servitude impacte l'individuel, quel type de souffrance ça induit. Et comment dès lors, je dirais, les psychanalystes ne sauraient en faire l'impasse dans l'écoute qu'ils ont des plaintes de leurs patients lorsque cette souffrance vient se greffer sur des nœuds psychiques non résolus. Mais on ne saurait dire, si vous voulez, que qu'importe le travail, parce que finalement, c'est toujours l'histoire personnelle du sujet. Il faut, si vous voulez, simplement revoir l'histoire du sujet en lui-même. C'est isoler, encore faire croire que le sujet se construit sans, en effet, l'environnement socio-politique, et donc sans le travail, c'est impossible. D'ailleurs, on ne voit pas ça dans Freud ni Lacan, c'est-à-dire on sait que le sujet psychologique est en même temps le sujet du social, le sujet de l'autre. Donc, je pense qu'il faut entendre cette souffrance qui ne saurait être réduite à un traumatisme passé, mais doit être, je pense, entendue dans son actualité, et traitée d'abord dans son actualité, comme reprise singulière et remaniement d'une mémoire du corps psychique. C'est d'ailleurs en traitant la question actuelle, dans son actualité, qu'on arrive à trouver le lien, si vous voulez, avec les nœuds psychiques de la souffrance singulière. Alors, bien sûr, quels sont face à ce désastre, gestionnaires et technicistes, quels sont les propositions politiques que nous proposent, enfin, qui sont avancées par De Jour ou Irigoyen? Ben là, c'est là aussi où on se heurte toujours à l'absence de pensée véritablement politique. C'est que dit De Jour? Eh bien, pour contrer cela, il faut faire rentrer le modèle démocratique dans l'entreprise. Bon. Comment? Je ne sais pas. Et puis ensuite, dans un second mouvement, dit De Jour, eh bien, on pourrait étendre ce modèle démocratique qui aurait lieu en entreprise à tout l'ensemble de la société. Mais alors, comment imposer le modèle démocratique dans l'entreprise? Ça, alors, mystère, soit par, si vous voulez, grâce aux psychologues intervenants de l'entreprise qui auraient un pouvoir mythique, je ne sais pas. Mais de toute façon, cette solution ignore la structure de classe de l'organisation du travail. On a beau faire rentrer la démocratie en entreprise, on ne fera pas disparaître la structure de classe de l'entreprise, puisque la structure de classe est toujours là dans la société. Donc c'est une illusion, voilà, on se berce d'illusions. Pour Irigoyen, si vous voulez, comme l'asymétrie crée la violence, donc la tentation d'outrepasser ses prérogatives, cette asymétrie, si vous voulez, pour elle, pour contrer la violence du management ou du patron, il faut se référer aux limites
que le contrat fixe dans le travail qu'on doit fournir. Donc pour elle, il faut se reporter au contrat. Alors, du coup, elle dit, mais toutes les entreprises ne sont pas perverses. C'est vrai, mais si toutes les entreprises ne sont pas perverses, la perversité, si vous voulez, est, si vous voulez, moteur de toute entreprise. Alors donc, les deux, je dirais, ont du mal à faire la liaison entre entreprise et société. Pourquoi? Parce qu'ils traitent du rapport social à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire en isolant l'entreprise du reste, si vous voulez, de la société en tant que rapport antagonique du capital. Donc du coup, si vous voulez, les solutions proposées, pour moi, c'est se prémunir plutôt que de se battre contre cette domination. Alors donc, la catégorie de travail est abordée du point de vue de la pratique du métier, isolée du procès d'ensemble dans lequel il s'insère. Pour comprendre cet ensemble, il nous faut bien sûr revenir au mode de production, au concept de mode de production élaboré par Marx. Un mode de production est structuré par des rapports de production spécifiques selon les époques historiques. Et le mode de production capitaliste est défini par le rapport de force qui est établi entre capitalistes, ceux qui détiennent les moyens de production, et les salariés ouvriers, ceux qui n'ont que leur force de travail. Ce rapport détermine non seulement l'organisation du travail, bien sûr, et le procès de production dans l'entreprise, mais la structure sociale tout entière, qui est, parce que c'est la structure du mode de production qui permet, si vous voulez, à l'ouvrier ou au capitaliste de se rencontrer sur le marché, de se passer un contrat, et à l'entreprise après de fonctionner. Or, à quoi fonctionne une entreprise capitaliste? Eh bien, la plus-value. Marx rappelle que le capitaliste n'est pas capitaliste parce qu'il est un dirigeant d'entreprise industrielle, mais il devient un donneur d'ordre industriel parce qu'il est capitaliste. Or, la psychodynamique du travail inverse. Voilà. On n'examine que le capitalisme dans l'entreprise. Non, l'entreprise est capitaliste parce qu'il y a un mode de production capitaliste. L'organisation du travail en entreprise doit donc se comprendre non pas seulement à partir d'une asymétrie entre patron, le management et salariés, mais à partir du processus global du capital, qui met en lien un rapport antagonique entre propriétaires de leur force de travail et détenteurs des moyens de production. Dès lors, l'asymétrie doit être replacée dans le rapport de domination du capital sur le travail. Je rappelle que le contrat passé sur le marché du travail ne protège pas le salarié. Parce que, loin de garantir un travail effectué dans un cadre donné, il ne fait que mettre en route le procès d'exploitation de la force de travail. Le contrat qui se passe entre un travailleur et un patron, c'est déjà un contrat inégal. Mais il a cette vertu miraculeuse que, eh bien, de faire signer au travailleur dit libre son consentement à sa propre domination. Vous signez un contrat de travail, ça y est, vous avez consenti. Donc voilà déjà le consentement volontaire, enfin involontaire, le consentement à la servitude, voilà. C'est que le contrat efface, invisibilise, si vous voulez, l'inégalité et l'extorsion de la plus-value, bien sûr, puisqu'on passe un contrat entre sujets libres et égaux. Hein. On ne peut pas passer de contrat si on n'est pas défini comme sujet libres et égaux. Donc, le contrat, au niveau du contrat, on signe comme le patron, je suis l'égal du patron, mais en fait, on a signé, eh bien, sa mise en servitude, puisque dans le procès de production, que le contrat permet de mettre en route, eh bien, on sera soumis au capital et à l'exploitation de notre propre force de travail. Donc, vous voyez quand même la force idéologique du capital. Enfin, ce n'est pas rien. C'est-à-dire qu'on est loué là au centre même de notre vie quotidienne. Et le contrat qui fait partie du marché, hein, on passe un contrat. Le contrat, c'est, si vous voulez, au niveau du marché. Le capitaliste, où trouve-t-il le salarié? Sur le marché du travail. D'ailleurs, on parle de marché du travail. Eh bien, c'est sur le marché qu'on signe déjà un contrat d'asservissement. Non, on ne sait pas. On le voit. Ben, je vous lis, on ne sait jamais. Donc, on peut dire, vous le savez, hein,
Donc, le marché n'est pas isolé du procès de production, au contraire. C'est à partir du marché que le capitalisme va trouver la force de travail, qu'il y a rencontre entre force de travail et capitalisme. Et c'est le procès, en effet, de consommation qui permet au procès de production de continuer à fonctionner. S'il n'y avait pas de consommation d'objets, il n'y aurait pas de procès de production. Donc voilà. De là, la division paradoxale du sujet entre liberté inscrite dans le droit, ce que Marx appelle la liberté abstraite, et liberté réelle qui est contrainte à devoir travailler pour ne pas mourir de faim. Alors, on a deux choix, soit on meurt de faim tout de suite si on sait faire contre le travail, soit on choisit de mourir à petit feu tout au long de sa vie en passant un contrat de travail. Voilà. Cette coagulation contradictoire dans le procès de travail, invisibilisée par le salaire, donc le contrat entre travail concret et s'exerçant dans la matière des travailleurs, bon, je ne veux pas, parce que là, il est un peu tard, je crois que je vais un peu... voilà, donc ça se passe entre, la division du sujet se passe entre travail concret et travail abstrait. C'est-à-dire quand vous rentrez dans le procès de production, vous travaillez sur une matière, ça c'est le travail vivant, le travail concret, mais en même temps où vous travaillez sur la matière, eh bien, vous êtes dans un procès de travail, votre propre force de travail produit une survaleur, la plus-value. Donc, mais on ne le voit pas. C'est-à-dire, c'est invisibilisé. On ne sait pas quand est-ce que le capitaliste, si vous voulez, récupère la plus-value, c'est-à-dire la survaleur. Donc, voilà. Donc, c'est immédiatement, si vous voulez, dans le procès de travail, eh bien, on travaille sur une matière, travail concret, travail, et on produit pour le capitalisme. On travaille pour soi. Il y a une partie du travail qui est fait pour reproduire notre propre vie. Et puis, une partie qui est pour renouveler les moyens de production du procès de production capitaliste. Donc, on est déjà divisé, là. Vous voyez, à tous les niveaux, on est divisé. On ne peut donc pas compter sur le contrat pour limiter les prérogatives de la domination gestionnaire, mais sur la seule force d'opposition rassemblée et organisée, bien sûr, des travailleurs. C'est ce procès de valorisation, je dirais, que l'idéologie dominante s'efforce d'effacer de la conscience des travailleurs en les séparant par son discours de la possibilité de saisir cet antagonisme réel. C'est pour ça que le discours de l'idéologie va se focaliser sur, si vous voulez, et l'hypermodernité du coup va se focaliser sur la jouissance au niveau du marché. Et dans ce sens, il soutient le discours dominant, c'est-à-dire qu'on ne passe pas du côté des rapports de production, non, on invisibilise la plus-value. Or, le désir du sujet ne peut s'articuler, se séparer de la demande qu'en se branchant sur le réel de ce que j'appelle, de ce qu'on peut appeler un écart maximal, qui lui fasse rencontrer parfois en un éclair la nécessité de s'opposer et de se libérer. C'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Tout d'un coup, une simple, si vous voulez, décision sur, je veux dire, pardon, le prix de l'essence, le prix de l'essence, hein, touchait à vif ce qui était pour eux un besoin vital. C'est-à-dire, ce n'était pas un avoir, vous voyez, de jouissance. C'était un vital. Et dès qu'on touche le vital chez un sujet, eh bien, soit en effet on s'écrase, soit il y a une rébellion. Et là, la pulsion, si vous voulez, de mort en tant que pulsion anarchiste fonctionne. C'est-à-dire, ça vient chercher, si vous voulez, la force de vie pour ne pas mourir. C'est-à-dire qu'on est affronté à la possibilité de mourir. C'est ça qui se passe au niveau, si vous voulez, de ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes. Mais, je prends les Gilets jaunes, on a tous des exemples dans l'histoire et dans notre histoire personnelle. L'impuissance qui accable en général, qui nous accable en tant que travailleurs, la puissance qui nous accable vient du fait que la causalité dernière, comme causalité d'un antagonisme structurel de force, nous échappe.
Ce sentiment d'impuissance produit par l'annihilation du discours de l'autre fige le sujet sur le besoin de réparation. C'est-à-dire, comme on se sent impuissant, on fait appel à l'autre. C'est ça la demande. C'est-à-dire, répare-moi. Donc, on va plutôt se battre pour avoir des droits. Hein, au niveau de donnez-moi ceci, j'ai le droit de ceci, j'ai le droit de cela. Donnez-moi. Et on va se rabattre sur la jouissance d'objets, si vous voulez, pour au moins se réparer sur un avoir. C'est-à-dire avoir si je ne peux être libre, mais en faisant comme si avoir pouvait me rendre libre. Avoir des objets de consommation, mais aussi avoir des droits. Tel est le symptôme de la jouissance qui efface de sa mémoire le maître qu'elle sert. Telles sont les figures mortifères, je dirais, de la pulsion de mort. Je ne dis pas que, attention, que les droits, c'est pas nécessaire. Mais que du coup, quand on n'est que dans la demande de reconnaissance et de réparation, eh bien, on ne trouve pas les moyens de se libérer. Donc je finirai, je m'excuse, c'est un peu long, mais sinon je finirai plus ou moins sur les 3 figures de choix, vous savez, que nous propose Lacan dans le séminaire du Veil de l'aliénation, dans les 4 concepts, vous le connaissez. Je vous lis rapidement. Dans le séminaire sur le Veil, eh bien, Lacan nous montre qu'il y a une voie de sortie de l'aliénation à la demande de l'autre. Voilà. Le Veil, c'est le ou bien. Donc, il montre 3 figures du ou bien. Dans le ou bien, il y a une partie, c'est trop tard, je ne peux pas vous l'expliquer, on y reviendra un jour. Il y a une partie qui appartient aux 2 choix. Je vous donne, il donne l'exemple. Par exemple, dans l'intimation du la bourse ou la vie. Voilà, vous avez dit la bourse. Si je choisis la bourse, qu'est-ce qui se passe? Ah non, si je choisis la bourse, qu'est-ce qui se passe? Je perds la vie. Et si je choisis la vie, qu'est-ce que je perds? La bourse. Donc, dit Lacan, j'ai un choix écorné. Écorné, oui. Dans celle de un autre choix, la liberté ou la vie? La mort. Non, la liberté ou la vie? Si je choisis la liberté... Non, attendez. Patience. Bon, la liberté ou la vie? Si je choisis la liberté, je perds la vie. Et si je choisis la vie, La liberté. eh bien, c'est ce qui définit l'esclave que nous sommes. Bon. Et en effet, 3e choix, la liberté ou la mort? Seul ce choix, nous dit Lacan, eh bien, peut démontrer que je suis libre. Seul le choix qui compte, la mort pour partenaire, est un vrai choix. Un choix non écorné, car le choix de la mort atteste de ma liberté. Vous savez que c'était le cri de ralliement des anarchistes espagnols, que le fascisme a repris malheureusement. Mais voilà, la liberté ou la mort. C'est ce que dit Lacan, c'est toujours par quelques franchissements de la limite que l'homme fait l'expérience de son désir. Ce 3e choix est le choix de la pulsion anarchiste, je dirais, lorsque le sujet se trouve confronté à une situation limite où l'urgence vitale est engagée et qui doit, pour s'en sortir, créer un rapport de force où le risque de la mort se trouve présentifié. En intégrant la mort, je risque la mise suprême, dont parle Freud, et c'est à cette seule condition que je sauve ma liberté. Telle est la fonction symbolique de la mort intégrée dans la vie psychique, celle de réouvrir une issue à la vie où une situation semble sans issue. On peut le lire d'ailleurs en toutes lettres dans les écrits politiques de Marx, lorsque Marx démontre comment la classe ouvrière dans son histoire, en se confrontant à l'antagonisme de classe dont elle fait l'expérience dans le travail et les conditions sociales qui lui sont faites, accepte pour s'en affranchir la lutte à mort que la bourgeoisie lui déclare. Cette présentification de la mort ne peut être efficiente et non destructrice de la psyché que si elle relève de la fonction symbolique d'être soutenue par un signifiant. Et le signifiant de la classe ouvrière était le communisme. Je rappelle ce que dit Lacan de la fonction symbolique qui se fonde en 2 temps, en liant connaissance et action. Premier temps, c'est dans les écrits. L'homme qui travaille à la production dans notre société se compte au rang des prolétaires.
Deuxième temps, au nom de cette appartenance, il fait la grève générale. Eh bien, c'est le nom de cette appartenance qu'il nous faut reconquérir, car nous sommes aujourd'hui sans appartenance. À partir d'un lien symbolique qui fasse écart maximum et permette la mise au travail d'une sublimation qui ne s'identifierait pas au marché, mais à l'impossible de l'acte révolutionnaire qui fait appel à la pulsion anarchiste. Face à une déprivation vitale qui favorise la fuite du sujet dans la servitude ou la dépression ou le suicide, comme dernier acte pour être entendu, l'écoute du psychanalyste ne doit-il pas se déplacer son attention portée au destin des roses vers l'attention portée à soutenir et libérer des contraintes de l'amour, l'existence d'une pulsion de mort qui puisse se mettre au service des forces de lutte du sujet. Et merci de votre attention.